Un aéroport n'est pas seulement un lieu de transit ou de logistique. C'est un environnement complexe où des règles, des systèmes et des décisions invisibles déterminent en permanence ce qui se passe et comment les choses évoluent. Derrière ce que voient les passagers, il existe une couche moins perceptible, un ensemble de processus conçus pour identifier ce qui est réellement important. Une personne, un objet ou un comportement. Le premier élément clé est l'analyse du passager. Beaucoup de voyageurs pensent que la sécurité se concentre uniquement sur les bagages et les documents. En réalité, l'attention se porte d'abord sur les individus. Les aéroports modernes utilisent des systèmes capables non seulement de capter des images, mais aussi d'analyser des comportements. Ces systèmes observent la démarche, le regard, la vitesse de déplacement, ou encore les gestes. Toutes ces données sont comparées à des schémas considérés comme normaux afin de détecter des anomalies. Un changement brusque de direction, des mouvements trop contrôlés ou au contraire une lenteur inhabituelle peuvent attirer l'attention. Même des détails apparemment insignifiants, comme fixer un agent de sécurité ou contourner un scanner, sont pris en compte. Ces informations sont ensuite analysées par des opérateurs qui décident s'il faut procéder à un contrôle supplémentaire. Un moment particulièrement sensible est le passage au contrôle de sécurité. Les réactions des passagers y sont également observées. Nervosité, irritation ou hésitation face à des instructions simples peuvent être interprétées comme des signaux d'alerte. Partie 2. Le langage discret du personnel. Une grande partie de la communication dans un aéroport est invisible pour les passagers. Le personnel de sécurité et les équipes opérationnelles utilisent un langage interne, discret et efficace pour échanger des informations rapidement. Il ne s'agit pas d'un code secret au sens dramatique, mais d'un système pratique. Ce langage repose sur des messages radio très courts, des gestes, des regards et parfois même des marquages sur les bagages. Tout est conçu pour transmettre une information en quelques secondes. Un simple signe de tête, un geste de la main ou un regard peut suffire à déclencher une action. Pour un passager, cela semble anodin. Pour le personnel, c'est une instruction claire. Les communications radio suivent la même logique. Des messages courts et précis, compréhensibles surtout en interne. Les bagages, eux aussi, peuvent porter des indications, rubans, étiquettes ou marquages permettant d'identifier rapidement leur statut. Ce système a deux objectifs principaux, assurer la sécurité et gagner du temps. Il ne vise pas à inquiéter les passagers, mais à garantir une coordination efficace. Partie 3. Les zones à risque élevé. Même si un aéroport semble parfaitement organisé, certaines zones présentent davantage de risques. La première est la file de contrôle de sécurité. À ce moment-là, les passagers sont concentrés sur leurs affaires, retirer leurs chaussures, sortir leurs appareils électroniques, préparer leurs sacs. Cette distraction favorise les pertes ou les vols. C'est là que disparaissent le plus souvent téléphone, portefeuille ou documents. Une autre zone sensible est le tapis de récupération des bagages. Une fois la valise arrivée, elle n'est plus sous contrôle direct de la compagnie. Elle peut être prise par erreur ou volontairement par quelqu'un d'autre. Le transport interne des bagages constitue également un point critique. Les valises passent par de nombreuses étapes et manipulations, ce qui augmente les risques de perte, de retard ou de manipulation. Être conscient de ces zones permet de réduire considérablement les risques. Partie 4. La sécurité numérique à l'aéroport. Aujourd'hui, la sécurité ne se limite plus au monde physique. Les risques numériques sont de plus en plus présents dans les aéroports. Les réseaux Wi-Fi gratuits, les bornes de recharge publiques et les connexions sans fil peuvent devenir des points d'accès pour des cyberattaques. Ce qui semble être un service pratique peut en réalité servir à collecter des données personnelles. Un cas particulièrement sensible concerne les ports USB publics. En branchant votre téléphone, vous ne transférez pas seulement de l'énergie, vous pouvez aussi ouvrir un accès à vos données. Cette technique est connue sous le nom de juicejacking. Malgré les avertissements, de nombreux passagers continuent d'utiliser ces installations sans précaution. Pour limiter les risques, quelques mesures simples suffisent. Utiliser son propre adaptateur secteur, désactiver le Bluetooth ou les fonctions de partage lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, utiliser un VPN sur les réseaux Wi-Fi publics. Contrairement à un vol physique, une attaque numérique peut passer inaperçue. Les conséquences n'apparaissent parfois que plusieurs semaines plus tard. Partie 5. La responsabilité des bagages. Beaucoup de passagers pensent que la compagnie aérienne est entièrement responsable de leurs bagages enregistrés. En réalité, ce n'est pas si simple. En cas de perte ou de dommage, les indemnisations sont généralement calculées selon des règles standardisées.
Cela signifie que la valeur réelle du contenu est rarement couverte. De plus, certaines catégories d'objets sont exclues. Les compagnies ne prennent généralement pas en charge les objets fragiles, l'argent liquide, les bijoux, les appareils électroniques ou les documents importants. Ces éléments doivent être transportés en cabine. Ainsi, confier des objets de valeur à un bagage en soute revient souvent à en assumer le risque. Dans certains cas, notamment lors de perturbations importantes, les compagnies peuvent invoquer des circonstances exceptionnelles pour limiter encore davantage les compensations. Partie 6. Le destin des bagages perdus. Lorsqu'un bagage est perdu, il ne disparaît pas forcément sans trace. S'il n'est pas réclamé après un certain délai, il peut être ouvert, trié, puis vendu. Dans plusieurs pays, ces objets sont proposés lors de ventes ou d'enchères. Les valises sont parfois vendues sans que leur contenu soit révélé, attirant ainsi des acheteurs curieux ou des revendeurs à la recherche d'objets de valeur. Même si cette pratique est légale, elle révèle une réalité. Tous les bagages perdus ne sont pas restitués à leurs propriétaires. Les systèmes de suivi peuvent être lents ou inefficaces, ce qui entraîne chaque année la perte définitive de nombreux bagages. Pour les passagers, cela signifie qu'un bagage non retrouvé rapidement peut changer de propriétaire en quelques semaines. Partie 7. Ce qui se passe avec les bagages en soute. Une fois la valise enregistrée, beaucoup de passagers imaginent qu'elle part directement vers l'avion. En réalité, elle passe par plusieurs niveaux de contrôle. Pendant ce processus, le bagage peut être ouvert sans la présence du propriétaire. Ces inspections peuvent être aléatoires ou motivées par un doute. Les serrures sont ouvertes, puis la valise est refermée, souvent avec une indication signalant qu'elle a été contrôlée. Officiellement, cela se fait pour des raisons de sécurité, mais le passager ne le découvre généralement qu'à l'arrivée, en voyant sa valise ouverte ou son contenu déplacé. Les réclamations pour objets manquants ou détériorés sont difficiles à prouver. Les autorités invoquent souvent le respect des procédures. Les valises, avec des fermetures simples ou des matériaux souples, sont plus vulnérables, car elles peuvent être ouvertes et refermées facilement. De plus, plusieurs personnes ont accès aux bagages pendant le tri, ce qui augmente les risques d'incidents. Les caméras dans les aéroports donnent une impression de sécurité constante. Pourtant, leur utilisation va bien au-delà. Bien sûr, elles servent à prévenir les menaces et à surveiller les contrôles. Mais une grande partie des images est utilisée à des fins internes. Par exemple, analyser les performances du personnel, surveiller les processus logistiques, enquêter sur des incidents internes, améliorer l'organisation globale. Les caméras enregistrent aussi des situations ordinaires, retards, erreurs humaines ou problèmes techniques. Ces données sont ensuite utilisées pour optimiser le fonctionnement de l'aéroport. Les enregistrements ne sont pas conservés indéfiniment. Leur durée de stockage dépend des règles en vigueur et peut varier de quelques jours à plusieurs mois. L'accès à ces images est limité, mais plusieurs services internes peuvent y accéder. Ainsi, les caméras ne surveillant pas uniquement les passagers, mais l'ensemble du système. Partie 9. Des contrôles aléatoires qui ne le sont pas toujours. Pour les passagers, les contrôles supplémentaires semblent souvent dus au hasard. En réalité, ils sont rarement totalement aléatoires. Les aéroports utilisent des systèmes d'analyse qui prennent en compte plusieurs facteurs. Le comportement dans l'aéroport est également analysé. Les mouvements, les interactions et le temps passé dans certaines zones sont enregistrés. Ces informations permettent de créer un profil de risque invisible. Le passager n'y a pas accès, mais ce profil influence directement la probabilité d'un contrôle supplémentaire. Le terme aléatoire est souvent utilisé pour éviter les tensions. En réalité, il s'agit souvent d'une décision basée sur des données. Partie 10. Comment des objets disparaissent même en zone contrôlée. Même dans des zones considérées comme hautement sécurisées, comme la cabine ou les espaces techniques, des objets peuvent disparaître. Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas d'actes malveillants, mais de désorganisation. Lors de la préparation des vols, les compartiments sont réorganisés, les objets déplacés ou rangés différemment. Dans ce processus, certains peuvent être oubliés, déplacés ou coincés dans des zones peu accessibles. Plusieurs équipes interviennent également. Personnel au sol, nettoyage, maintenance, prestataires externes. Plus il y a d'intervenants, plus le risque d'erreur augmente. Il arrive aussi que des objets trouvés ne soient pas correctement enregistrés
ou ne soient pas réintégrés dans le système de restitution. Les changements d'équipage peuvent également provoquer des confusions entre effets personnels et matériel de service. Lorsqu'un objet passe par plusieurs structures, compagnies aériennes, aéroports, services externes, sa traçabilité devient complexe. Un billet électronique semble simple, mais il contient bien plus d'informations qu'il n'y paraît. Au-delà des données visibles, d'autres éléments sont enregistrés. Localisation lors de l'enregistrement, adresse IP, historique des modifications, type d'appareil utilisé. Ces données sont conservées par les compagnies aériennes et leurs partenaires. Elles permettent non seulement d'organiser les voyages, mais aussi de créer des profils. Habitudes de déplacement, fréquence des voyages, comportement d'achat. Ces informations sont utiles pour la sécurité, mais aussi pour des objectifs commerciaux, comme la personnalisation des offres ou l'ajustement des prix. En cas de litige, ces données servent également de preuve. Il est important de comprendre que ces informations ne disparaissent pas après le vol. Partie 12. Les listes internes et leurs limites. Dans le domaine de la sécurité aérienne, il existe des bases de données internes regroupant des passagers considérés comme à risque. Ces listes visent à prévenir les incidents, mais elles ne sont pas toujours fiables. On peut y être inscrit pour diverses raisons. Conflits avec le personnel, itinéraires inhabituels, comportements jugés suspects ou même homonymie. Des erreurs humaines ou techniques peuvent également intervenir. Le problème est que ces listes ne sont pas publiques. Les passagers ne sont pas informés. Ils constatent simplement des contrôles plus fréquents ou des procédures plus longues. Corriger une erreur peut prendre du temps et nécessite des démarches administratives. Partie 13. L'analyse du comportement. En parallèle des technologies, l'observation du comportement joue un rôle important. Des agents formés et des systèmes automatisés analysent la manière dont les passagers se déplacent et réagissent. Sont notamment observés le stress ou la nervosité, l'évitement du regard, des mouvements inhabituels, des pauses prolongées, des gestes répétitifs. Ces éléments sont appelés indicateurs comportementaux. Ils servent à décider si un contrôle supplémentaire est nécessaire. Cependant, ces méthodes ne sont pas toujours fiables. La fatigue, le stress ou la peur de voyager peuvent facilement être interprétés comme suspects. Pour les passagers, ce système reste invisible. Les raisons d'un contrôle ne sont généralement pas expliquées. Ce qui semble être du hasard repose en réalité sur une analyse complexe et discrète.